Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Devenez un photographe accompli. Dans la dernière vidéo, vous avez appris les 3 paramètres qui influencent l'exposition et comment les modifier sur votre appareil. L'ouverture, la vitesse d'obturation et la sensibilité ISO. Nous avons vu que différents trios ouverture, vitesse, sensibilité pouvaient donner la même exposition. Donc vous devez penser que de toute façon, un trio ou l'autre, c'est pareil. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas aussi simple. En réalité, en plus de son effet sur la lumière reçue par le capteur, chacun des 3 paramètres a également ce que j'appelle une contrepartie, c'est-à-dire un autre effet sur vos images que celui de modifier sa luminosité. C'est pour contrôler ces effets que vous allez choisir une ouverture ou une vitesse d'obturation précise, par exemple. Et ces contreparties ont réellement des effets majeurs sur vos images. Si vous ne les maîtrisez pas, vous vous exposez à tout un tas de problèmes, notamment des images floues pour différentes raisons, et en plus, vous ne pourrez pas réellement contrôler le rendu final de vos images. Or, si vous êtes là, je suppose que vous souhaitez obtenir plus que les images de Monsieur Tout-le-Monde. Voyons donc ensemble l'une des choses les plus importantes en photographie. Commençons par l'ouverture. Alors ça va beaucoup vous intéresser car l'ouverture a une grande influence sur quelque chose que beaucoup de photographes apprécient, c'est le flou d'arrière-plan. Pour être plus clair, c'est ça. Alors on l'appelle aussi bokeh qui vient d'un mot japonais, je vous le dis parce que vous risquez de retrouver pas mal ce terme et moi-même je vais l'utiliser. Donc le bokeh est dû à un phénomène appelé la profondeur de champ. Je détaillerai ce phénomène très précisément dans la 4e vidéo dans 2 semaines, mais pour le moment je vais faire simple et ne parler que de l'ouverture. Alors la règle est en fait assez simple, hein. Avec une grande ouverture, par exemple f2, vous aurez un flou d'arrière-plan plus important qu'avec une faible ouverture, par exemple f16. Donc je vous l'illustre avec un exemple, hein. Ces 2 photos ont été prises à la même distance du sujet, sans zoomer ou dézoomer. Bref, la seule et unique chose que j'ai changée entre les deux, c'est l'ouverture. Alors évidemment, l'appareil a changé la vitesse en conséquence pour compenser, mais ce n'est pas important ici. Vous voyez que le flou est bien plus important sur la photo qui a été prise à f2 que sur la photo qui a été prise à f16, où on distingue clairement l'arrière-plan. Vous allez donc faire l'exercice chez vous. Alors c'est très simple, vous allez vous placer en priorité à l'ouverture avec voilà, la petite molette des modes dont vous avez l'habitude maintenant, donc AV chez Canon, A ailleurs, et vous allez choisir les ISO automatiques, donc avec l'option habituelle pour choisir les ISO. Alors rappelez-vous, ce mode permet de contrôler l'ouverture et de laisser l'appareil décider du reste, et c'est exactement ce dont vous avez besoin ici. Donc ensuite, vous allez prendre un sujet qui va être assez proche de vous, avec un arrière-plan assez lointain. Donc si vous n'avez pas d'idée, faites comme moi, vous pouvez mettre une tasse sur votre table basse. Hein. Justement, je vais vous montrer des exemples simples pour ne pas que vous pensiez qu'il faut absolument aller dehors et faire un truc compliqué pour prendre l'exemple. Vous pouvez tout à fait faire ça simplement avec une tasse sur votre table basse. Donc vous allez zoomer avec votre appareil à fond si vous le pouvez. Hein. Et ensuite, vous allez faire la mise au point sur la tasse. Donc vous faites, comme je fais moi en appuyant à mi-course sur le déclencheur, ici vous faites la mise au point sur la tasse. Alors attention, si votre appareil patine et n'arrive pas à faire la mise au point, c'est parce que vous êtes trop près de votre sujet pour que votre objectif puisse faire la mise au point lui-même. Donc éloignez-vous simplement un petit peu de l'objet pour arranger ça. Ensuite, vous allez régler la plus grande ouverture possible. Donc là, je suis déjà à f2.8. Vous voyez que si j'essaye d'ouvrir plus que ça ne va pas fonctionner. Et puis, je vais faire une première photo. Donc là, j'appuie dessus et j'ai un premier résultat qui est une photo où vous voyez, j'ai un joli flou d'arrière-plan. Si je ne bouge pas du tout, hein, donc je ne fais rien de différent, par contre, je vais fermer mon diaphragme jusqu'à, par exemple, f16. Je reprends une deuxième photo. Et là, vous voyez que je vois beaucoup mieux mon arrière-plan que sur la première photo. Donc normalement, vous allez voir chez vous une différence entre le flou d'arrière-plan des 2 photos, et c'est ça qui indique que vous avez bien fait les choses, que vous avez bien réussi l'exercice. Si vous utilisez un appareil avec un petit capteur comme un compact ou un bridge, vous allez voir cet effet plus difficilement pour des raisons techniques que je n'expliquerai pas aujourd'hui. Donc si jamais vous n'arrivez pas à voir la différence entre la grande ouverture et la faible ouverture, eh bien assurez-vous de bien zoomer à fond, de vous rapprocher le plus possible de votre sujet et d'éloigner le plus possible l'arrière-plan.
Donc normalement, vous devriez voir une différence, même si elle ne sera jamais aussi évidente que sur un appareil à plus grand capteur, comme un réflexe ou la plupart des hybrides. Si jamais vous avez encore un petit peu de mal, pensez à mettre à l'arrière-plan des objets sur lesquels le flou est évident, comme par exemple du texte. Vous allez beaucoup plus facilement voir le flou si l'objet à l'arrière-plan est normalement quelque chose qui nécessite de la netteté pour bien le distinguer, comme par exemple du texte. Donc voici l'effet de l'ouverture sur vos images. Donc vous comprenez bien que la luminosité de deux images puisse être la même avec deux trios ouverture, vitesse, sensibilité qui soient différents, mais le choix de l'ouverture il n'est pas anodin. Il en va de même pour chacun des paramètres et on va donc maintenant passer à la vitesse d'obturation. Alors la vitesse d'obturation ou temps de pause, elle a un effet un petit peu plus subtil et un peu moins simple à appréhender. Elle influence la perception du mouvement dans vos images. En effet, les photos sont des images fixes, mais la réalité, elle, ne l'est pas. Donc, si vous photographiez un paysage, intuitivement, vous devinez qu'en un 200e de seconde, ou même en un quart de seconde, il ne va pas partir en courant. Maintenant, je suis sûr que vous devinez qu'il n'en est pas de même pour une voiture qui aura moins bougé en un 200e de seconde, c'est-à-dire une seconde divisée par 200, ou un gâteau coupé en 200 parts si vous préférez, plutôt qu'en un quart de seconde, c'est-à-dire une seconde divisée par 4 ou un gâteau coupé en 4 parts. C'est-à-dire un temps de pause plus long, on est d'accord que un quart de seconde, c'est plus long qu'un 200e de seconde. Donc dans le cas d'un sujet mobile, c'est assez intuitif, une vitesse d'obturation rapide comme par exemple un 500e, elle va figer le mouvement du sujet, tandis qu'une vitesse plus lente, comme par exemple un 50e ou encore plus lent que ça va laisser apparaître son mouvement par des traînées. Donc plus la vitesse sera lente, plus le mouvement va être évident sur la photo. Donc par exemple, si je photographie un objet qui se balance, eh bien voici ce que peuvent donner différentes vitesses d'obturation. Donc là j'ai un 500e, vous voyez qui est très net, un 50e c'est déjà plus flou, et un quart de seconde, on n'arrive quasiment même plus à distinguer ce qu'est l'objet au départ. Donc la perception du mouvement, elle va aussi dépendre de la vitesse du sujet. Plus il va bouger vite, plus il va falloir une vitesse rapide pour le figer. Donc par exemple, un 200e, ça peut être suffisant pour, on va dire, figer un cycliste dans la rue, mais pas du tout pour figer une Formule 1. Ça paraît assez logique. Là encore, c'est assez intuitif. Alors, ne cherchez pas à connaître d'avance la vitesse nécessaire pour figer un sujet, c'est impossible de le savoir intuitivement. Si vous photographiez le même sujet régulièrement, vous finirez par le savoir d'instinct, mais sinon il faut juste essayer. Mais c'est un niveau un petit peu plus avancé, on reviendra sur les sujets rapides dans le module 3. Dans le cas d'un sujet qui est immobile, comme par exemple un paysage, un temps de pause de 1 demi-seconde ou de 1 250e n'aura pas d'influence sur le rendu de l'image, et évidemment il y a une infinité de cas intermédiaires. La vitesse d'obturation, elle influence donc la façon dont est représenté le mouvement sur votre image. Vous comprenez donc que même si deux vitesses d'obturation différentes peuvent donner la même exposition, si l'ouverture ou la sensibilité change en parallèle, elle pourra avoir une influence sur le rendu de votre image et donc il faut y prendre garde. Je reviens sur les applications pratiques dans la deuxième partie de la vidéo. La vitesse d'obturation, elle influence la façon dont le mouvement du sujet est perçu, mais aussi la façon dont vos mouvements sont perçus. C'est moins intuitif, mais quand vous tenez l'appareil photo dans vos mains, vous pouvez avoir l'impression d'être stable, mais en fait vous bougez, même un tout petit peu, même si vous prenez pas de café, pas de cigarette, vous bougez forcément un tout petit peu. Et à partir d'un certain temps de pause, cela va se voir sur vos images avec ce qu'on appelle un flou de bouger plus ou moins important. Je parlerai plus précisément de ça dans la troisième vidéo sur la netteté, mais il me semblait utile au moins de l'évoquer ici. Alors vous allez donc faire un exercice pour la vitesse d'obturation. Tout d'abord, il vous faut trouver un sujet mobile quelconque, sinon vous n'allez rien voir. Donc choisissez ce que vous voulez, vos enfants, des voitures dans la rue, un train, tant que ça bouge. Vous allez donc régler votre appareil en mode priorité à la vitesse, ISO automatique, en choisissant en premier lieu une vitesse rapide. Si vous n'avez pas ISO automatique, choisissez quelque chose comme 800 ISO, histoire d'éviter les cas particuliers et de ne pas vous embrouiller non plus. Donc pour bien voir la différence, on va choisir des valeurs un petit peu extrêmes. Vous allez commencer à 1 500e pour bien voir un sujet rapide et figé. Vous ne devriez normalement pas avoir de traînée sur le sujet, sauf si vraiment il est très très rapide, par exemple un TGV, mais ça devrait donner quelque chose comme ça. Donc vous ne devriez pas avoir de traînée sur le sujet.
Enfin, vous allez photographier le même sujet, mais cette fois-ci en réglant la vitesse d'obturation à 1/50. Et là, vous devriez voir une nette différence, si on peut dire, plutôt une différence de flou, quelque chose qui ressemble plutôt à ceci, donc avec des traînées qui vont dans le sens du mouvement du sujet. Je vous encourage à essayer avec des vitesses intermédiaires pour voir l'évolution dans le flou du sujet. Et enfin, un petit complément très simple pour voir ce que donne un beau flou de bouger bien moche, eh bien réglez votre appareil sur une demi-seconde et shootez n'importe quoi, même un sujet fixe. Si vous n'aviez jamais eu de flou de bouger, eh bien maintenant vous savez ce que ça donne. Ça ressemble à quelque chose comme ça et c'est vraiment pas joli du tout. Enfin, la contrepartie du dernier paramètre, la sensibilité ISO, elle est assez simple. Quand vous allez augmenter la sensibilité ISO, le bruit va augmenter sur vos images. Alors le bruit, c'est quoi? Eh bien c'est ce grain que vous voyez sur les images. Alors si vous ne voyez pas bien ce grain, mettez bien la vidéo en plein écran et en haute définition si jamais vous regardez la vidéo sur le site. Sinon, regardez les photos dans le résumé texte, peut-être que ça vous aidera un petit peu plus puisque vous pouvez plus facilement zoomer. Donc ce bruit, il apparaît principalement dans les zones sombres et il est plus ou moins visible selon la taille de la photo et tant qu'il est modéré, c'est pas vraiment un problème. Mais plus vous allez augmenter la sensibilité ISO, plus il va augmenter, c'est assez intuitif. Donc voici quelques exemples de la même scène à différentes sensibilités. Donc là on a 100 ISO, 800 ISO, on le voit un tout petit peu mais pas trop. Et là 6400 ISO, on voit nettement, il y a carrément des taches qui sont un petit peu verdâtres et violettes dans l'image, en tout cas dans ces parties sombres. Vous voyez que ici à 800 ISO il est encore acceptable, à 3200 ISO il ne l'est plus, et ce seuil d'acceptabilité entre guillemets ça dépend fortement de votre appareil, donc c'est pas forcément des valeurs que vous pouvez appliquer à votre cas, ça va être un petit peu plus complexe que ça. Alors pour savoir ce qui est potable chez vous, on va combiner ça à un exercice. Choisissez une scène avec des zones sombres, placez-vous en mode P par exemple et faites plusieurs fois la photo avec des sensibilités différentes. Ensuite, vous allez regarder les images sur votre ordinateur, parce que vous ne verrez pas grand-chose sur l'écran de l'appareil, et puis vous allez zoomer un peu, pas forcément à 100%, mais disons simplement en plein écran ou un peu plus. Vous devriez voir à partir de quel moment ça devient inacceptable. Cette sensibilité limite, entre guillemets, c'est ce que j'appelle la sensibilité ISO maximale acceptable, que j'abrège SIMA. En effet, les appareils permettent dorénavant de monter très haut dans les ISO, mais si vous allez au maximum, vous verrez que le rendu est souvent vraiment dégueu, il faut le dire. Il y a beaucoup de bruit et une qualité d'image qui est fortement dégradée. Et le plus souvent, cette sensibilité ISO maximale acceptable, cette SIMA, donc la sensibilité à laquelle vous n'allez pas avoir trop de bruit sur l'image, eh bien elle est égale à la sensibilité ISO maximale de votre appareil, donc celle qui est marquée comme étant maximale, divisé par 4. Donc par exemple, si votre appareil va jusqu'à 25600 ISO, le plus souvent, la SIMA est à 6400 ISO, puisque 25600 divisé par 4, ça fait 6400. Alors, c'est une règle générale que j'ai beaucoup constatée, mais là encore, il faut quand même tester chez vous en faisant un petit exercice que je vous ai dit. Donc en prenant des photos test et voir ce qui est acceptable pour vous, parce qu'on n'a aussi pas tous la même tolérance à la présence de bruit dans les images. Donc l'essentiel en tout cas, c'est que vous perceviez la différence du bruit entre les différentes sensibilités. Alors malgré tout, on peut facilement éliminer une bonne partie du bruit en post-traitement. On verra en détail de quelle façon dans le module 4. Je veux insister rapidement sur un point ici, n'ayez pas non plus peur de la sensibilité ISO. J'ai déjà vu beaucoup d'élèves refuser de monter au-delà de 400 ISO par peur du bruit. C'est peut-être un petit peu trop prudent, on va dire. En général, vous avez un bruit qui est contenu jusqu'à 800 ISO, voire parfois 1600 ou même 3200 ISO sur les appareils qui sont plus récents et ou plus haut de gamme. Donc il ne faut pas avoir une peur irraisonnée, il faut simplement connaître votre appareil et savoir quelles sont ses limites. Alors maintenant que vous connaissez les contreparties de chaque paramètre, vous devez commencer à deviner un petit peu dans quelle situation on va vouloir contrôler l'ouverture ou la vitesse, c'est-à-dire en fait dans quelle situation on va vouloir utiliser tel ou tel mode. Donc si vous souhaitez contrôler la profondeur de champ de votre image, que ce soit pour avoir un flou d'arrière-plan ou au contraire une image entièrement nette, eh bien vous allez devoir influer sur l'ouverture. La meilleure solution sera donc d'utiliser le mode priorité à l'ouverture, vous l'avez deviné. A l'inverse, si vous souhaitez contrôler la façon dont est perçu le mouvement, que ce soit pour figer un sujet rapide ou à l'inverse montrer son mouvement en faisant un effet de flou du sujet, eh bien vous allez devoir contrôler la vitesse d'obturation et donc utiliser le mode priorité à, tous en chœur, la vitesse.
Quant aux ISO, eh bien, il faut les laisser le plus bas possible tout le temps, car en général, on veut le moins de bruit possible. En fait, on va les utiliser comme une soupape de sécurité. Quand il n'y a plus assez de lumière pour qu'on puisse utiliser une grande ouverture, qui est limitée par l'objectif, ou alors une vitesse lente, qui est limitée pour éviter d'avoir de flou de bouger, eh bien, on va monter les ISO. Alors, je vais faire un point un petit peu plus prolongé ici parce qu'on me pose souvent une question, faut-il mettre les ISO en automatique ou non? Alors, la réponse n'est pas la même selon ce que permet de faire votre appareil. S'il permet de donner une limite maximale à la sensibilité ISO, c'est parfait, hein, vous avez simplement activé la sensibilité ISO automatique, et puis vous allez régler cette sensibilité maximale sur la CIMA qu'on a déterminée précédemment, et puis s'il y a un minimum, eh bien vous le laissez par défaut simplement. Si votre appareil ne permet pas de mettre de limite à cette sensibilité ISO automatique, eh bien laissez la sensibilité au plus bas, sauf en situation de basse lumière. Alors, je ne vais pas traiter de ce cas particulier en détail aujourd'hui, mais sachez juste dans quel cas vous devez augmenter les ISO. Donc, en priorité ouverture, vous devez les augmenter si vos photos deviennent floues parce que la vitesse est trop lente. Et en priorité vitesse, vous devez augmenter les ISO si vos photos sont sombres et que le chiffre de l'ouverture clignote. Donc, vous allez avoir le chiffre de l'ouverture qui va clignoter et là, c'est un signe qu'il faut augmenter les ISO. Alors, je vous dis ça sans plus de détails pour le moment pour ne pas vous perturber, hein, c'est juste pour vous faire patienter un petit peu, vous comprendrez mieux quand je vais m'attarder sur les situations de basse lumière dans le module 3, pas d'inquiétude. Alors, je lève un petit peu le voile là-dessus, mais je ne vais pas préciser beaucoup plus maintenant, parce que je tiens à ce que vous compreniez bien comment ça fonctionne sans aller trop loin tout de suite, hein. Ce sont vraiment les fondations de la photo, et comme toute maison, votre pratique photo doit avoir des fondations très solides pour tenir le coup. Alors, cette semaine, quand vous ferez des photos, je veux que vous utilisiez ces connaissances pour modifier le rendu de vos images. Ce qui implique de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez un flou d'arrière-plan ou non? Est-ce que vous voulez une perception du mouvement qui soit fixée ou non? Dans tous les cas, expérimentez, hein. C'est ça qui va vous faire comprendre profondément comment ça marche. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo où je vous expliquerai en détail comment faire pour ne plus jamais avoir une photo floue, enfin en tout cas sans que ce soit désiré. D'ici là, à bientôt et bonne photo!